Bonsoir et bienvenue à la bibliothèque des rêves. Ce soir, on va explorer un peu l'histoire des couleurs. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Les couleurs n'ont pas changé au cours de l'histoire, après tout, et nos ancêtres voyaient les mêmes couleurs que nous dans la nature. Du moins, leurs yeux recevaient les mêmes informations. Parce que c'est là que la dimension culturelle des couleurs apparaît. On apprend aussi à différencier, à identifier, à nommer des couleurs. Et certaines cultures, notamment anciennes, pouvaient ne pas faire les mêmes distinctions que nous. Par exemple, on observe que chez les anciens Grecs, la distinction entre gris et bleu était assez floue, au moins dans leur vocabulaire. Le terme kyanos, souvent associé au bleu, pouvait aussi désigner des teintes sombres ou grisâtres. Et dans certains textes, comme l'Iliade ou l'Odyssée, la mer est souvent décrite comme oinops, ce qui peut se traduire par couleur de vin, et ça inclut des nuances de bleu, de gris, de violet. Et donc ça nous suggère que les Grecs n'isolaient pas le bleu comme nous on le fait. À l'inverse, vous avez sans doute entendu dire que dans certaines cultures de l'extrême nord, comme les Inuits, il y a beaucoup de mots ou de nuances pour la couleur blanche, la couleur de la neige ou de la glace. Des nuances que nous, on ne percevrait même pas, ou en tout cas, si on les perçoit, il ne nous vient pas à l'idée de les nommer par des termes différents. Donc vous voyez que les couleurs sont évidemment fixes au sens de la physique, de l'optique. Ce sont des fréquences que nos yeux perçoivent. Mais culturellement, elles se distinguent ou elles s'interprètent en fonction d'un apprentissage, d'une culture, d'un vocabulaire. Et une autre grande différence avec nos ancêtres, c'est qu'aujourd'hui on vit dans un monde qui est saturé de couleurs artificielles. Les vêtements, les jouets, les emballages alimentaires, l'équipement ménager, les meubles, tout ce qu'on utilise quotidiennement est souvent coloré artificiellement, au lieu d'être de la couleur naturelle des matières premières. Maintenant, les couleurs ont cette dimension culturelle, mais peut-être pas seulement. Quand on fait des enquêtes internationales sur les couleurs préférées par les gens, presque partout, c'est le bleu qui arrive en premier, suivi du vert, du rouge et du violet. Au-delà des cultures locales et des symboles associés à chaque couleur, on retrouve ses préférences. Et ça suggère qu'il y a peut-être aussi quelque chose de plus inné, d'instinctif ou d'animal peut-être, dans notre attrait pour les couleurs. Une partie de nous qui les associe inconsciemment à des signaux. Danger, opportunité, nourriture, ou alors quelque chose dans notre biologie, peut-être, qui nous attire vers certaines couleurs, selon des mécanismes qui ne sont pas forcément connus. Il y a différentes théories sur ces préférences pour certaines couleurs, culturelles, biologiques, évolutives. Mais on manque d'éléments objectifs pour trancher. Et on ne sait pas non plus très bien comment ces préférences ont pu évoluer au fil du temps. Mais dans l'épisode qui va suivre, on va justement se plonger dans l'histoire culturelle des couleurs. Comment leur signification, leur symbolisme ou le statut qu'on y attache ont évolué au fil des siècles. Dans toutes les cultures, en tout cas, les couleurs sont importantes, on leur donne du sens. C'est plus relâché aujourd'hui, mais dans certaines cultures anciennes, les codes attachés aux couleurs pouvaient être très stricts. Certaines couleurs pouvaient être interdites ou limitées à un certain groupe de personnes en raison de leur statut particulier. Et ces interdits ou ces préférences sont aussi liés à la disponibilité des pigments colorés, leur rareté
à quel point ils étaient désirables. C'est aussi quelque chose qui a changé avec la chimie moderne, qui permet de reproduire facilement et à un coût modéré toutes les couleurs. Mais pour la plus grande partie de l'histoire de l'humanité, certaines couleurs étaient rares, chères, difficiles à se procurer. Et tout ça constitue une histoire passionnante. Les pigments, les cultures, la géographie, le développement de la production artistique, les contraintes historiques, tout ça converge dans ces préférences, ces interdits ou ces codes qui entourent les couleurs. Et c'est ce qu'on va explorer un peu à travers l'histoire de 3 couleurs ce soir. Le bleu, le rouge et le vert. Alors détendez-vous et comme toujours ici, sentez-vous libre de fermer les yeux. Tout ce dont vous avez besoin pour suivre cette histoire, c'est d'écouter. Et si vous vous endormez, elle sera toujours là, vous pourrez revenir. Alors laissez vos épaules se relâcher, elles sont sans doute contractées, et faites de même avec vos bras, vos jambes, jusqu'au bout de vos doigts et de vos orteils. Si vous passez un bon moment ici, merci de vous abonner, de liker ou commenter. Ça aide beaucoup au développement de la bibliothèque des rêves et ça en garantira la pérennité. Et maintenant, plongeons-nous dans le monde des couleurs en commençant par la couleur bleue. Apparemment, le bleu est la reine des couleurs aujourd'hui, parce que les sondages de préférence sur les couleurs le placent systématiquement en tête depuis qu'on a des données, depuis le début du XXe siècle. Difficile de savoir si c'était déjà le cas avant, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans l'Antiquité, le bleu était beaucoup moins utilisé qu'aujourd'hui. Évidemment, le bleu est incontournable. C'est la couleur du ciel, en tout cas généralement, souvent celle des mers et des lacs. Mais elle est aussi beaucoup moins courante dans les plantes, les animaux et toutes les matières premières qu'utilisaient nos ancêtres pour fabriquer des objets. Les métaux, le bois, la pierre, l'argile. Il est difficile de trouver des pigments bleus dans la nature. Et donc, le bleu est absent de l'art rupestre, par exemple, des peintures dans les grottes. Et il est resté rare dans les objets fabriqués par l'homme jusqu'à la fin de l'Antiquité. Le bleu était rare, mais pas forcément très recherché non plus, ni très prestigieux. À une exception près, qui semble avoir été dans l'Égypte ancienne. Mais ailleurs, dans le monde méditerranéen ou en Orient, il semble que le bleu était beaucoup moins prestigieux que le rouge, que le violet, le blanc ou le noir. Comme je vous le disais en introduction, les Grecs anciens n'isolaient d'ailleurs pas très clairement le bleu. Et d'ailleurs, le bleu plus foncé était souvent appelé kyanos, un terme qui pouvait aussi servir pour du gris, et le bleu plus clair, comme du bleu ciel, était plutôt appelé glaukos, un terme qui pouvait aussi servir pour du gris ou du vert clair. Donc il semble que dans leur esprit, bleu foncé et bleu clair étaient 2 couleurs totalement distinctes et pas des nuances d'une même couleur comme nous on les voit. Autant d'autres couleurs comme le rouge, le noir ou le marron peuvent assez facilement être trouvées dans la nature, autant il y a peu de bons pigments bleus naturels. Parmi les minéraux, il y a le lapis-lazuli, qui était rare et précieux, ou l'azurite, qui contient du cuivre, mais qui n'était pas facile à trouver non plus. L'Antiquité avait aussi découvert 2 sources de pigments bleus pour les textiles, 2 types de plantes. La première,
la plus courante en Europe, c'était le pastel, qui est une plante originaire des steppes d'Asie centrale et du Caucase, qui a ensuite été disséminée au sud et à l'ouest de l'Europe, où elle était cultivée comme source de teinture bleue. Du néolithique jusqu'à la fin du Moyen Âge, le pastel est resté la principale source de pigments bleus en Europe. Le traitement des feuilles permettait d'extraire les pigments. Il était surtout cultivé en Allemagne, en Angleterre et en France. Et certaines villes médiévales ont parfois bâti leur prospérité sur le pastel. Par exemple, en France, à Toulouse, c'était une importante activité. Et certains hôtels particuliers de Toulouse le reflètent encore. Ils ont été construits par des producteurs et marchands de pastels. Mais même bien avant le Moyen Âge, le pastel était utilisé par les Celtes, en particulier en Grande-Bretagne. Les Romains avaient déjà noté, lors de leur invasion de la Grande-Bretagne, que certaines tribus couvraient leur corps et leur visage de couleur bleue. Peut-être que vous avez entendu parler des Pictes, un peuple du nord de la Grande-Bretagne. Ils sont appelés Pictes, du latin picti, ceux qui sont peints, justement parce que les Romains avaient remarqué qu'ils s'enduisaient de peinture bleue. Le pastel fournissait un bleu relativement clair, pas aussi intense que la deuxième plante, qui est l'indigo. Je vais vous parler plus en détail de l'indigo, parce qu'il a ensuite supplanté le pastel, et il est devenu un des colorants les plus importants du monde, économiquement, pendant quelques siècles. On va y revenir. Mais pour rester dans l'Antiquité, les Romains connaissaient et utilisaient la teinture bleue, principalement pour les vêtements. Et c'était une couleur surtout associée à la classe ouvrière, parce que les Romains sont un bon exemple de cette codification culturelle et sociale des couleurs que j'évoquais en introduction. À Rome, le rouge et le blanc étaient typiquement des couleurs pour les classes supérieures, mais la plus prestigieuse des couleurs, c'était le violet, plus précisément la couleur pourpre, qui était un symbole de pouvoir porté notamment par les empereurs. Par comparaison, le bleu était vraiment pour le peuple. C'était considéré comme une couleur plutôt basique par les classes supérieures. Donc l'Europe, et plus généralement le pourtour méditerranéen, utilisaient principalement le pastel comme colorant bleu. Mais à la même époque, en Asie, surtout en Inde, la source du colorant bleu était l'indigo, qui a également été découvert indépendamment en Amérique du Sud. On a des exemples de tissus au Pérou, vieux de 6000 ans, qui avaient été teints à l'indigo. L'indigo, ça n'est pas une plante spécifique, c'est le nom du pigment produit par différentes plantes, y compris le pastel. Mais le pastel n'a pas les concentrations suffisantes pour produire du bleu profond, alors que d'autres plantes, du genre Indigofera, qu'on appelle collectivement indigo, ont des concentrations très supérieures. Ce sont des plantes qui poussent plutôt dans des zones tropicales et subtropicales, et donc qui étaient abondantes en Inde, où elles étaient cultivées et le pigment était exporté il y a déjà plusieurs milliers d'années. Depuis l'Inde, ce bleu indigo s'est répandu. Il a fait son chemin à travers la Mésopotamie, l'Égypte et la Méditerranée vers l'ouest, et vers l'est il est allé jusqu'en Chine, au nord-est de l'Inde. Les Grecs et les Romains connaissaient le bleu indigo. Pour eux, c'était un produit de luxe. D'ailleurs, ça n'est pas une coïncidence si indigo ressemble à Inde. Les Grecs l'appelaient indicon, indien, que les Romains ont latinisé en indicum, terme qui est passé à l'italien
et ensuite à l'espagnol, au français ou à l'anglais. Et c'est de là que vient ce terme indigo. Les teintures indigo étaient aussi connues en Afrique. Pendant des siècles, en Afrique saharienne et subsaharienne, il y avait une tradition de vêtements teints à l'indigo, comme symbole de richesse, de luxe. On trouvait cette tradition chez différents peuples en Afrique de l'Ouest. Par exemple, chez les Yoruba, au Nigeria, les Malinké, au Mali, aussi chez les nomades Touaregs du Sahara. L'indigo avait plusieurs avantages sur le pastel pour produire du bleu. Déjà, il produisait un bleu beaucoup plus intense, plus concentré, et donc il était beaucoup plus rentable. Jusqu'à la fin du Moyen Âge, l'indigo arrivait en Europe depuis l'Inde, et c'était un produit très rare et très cher. C'est pour ça que l'industrie du pastel pouvait prospérer. Mais quand les navigateurs du XVe et du XVIe siècle, à commencer par les Portugais, ont trouvé une route maritime directe de l'Europe à l'Inde, et qu'ils ont pu importer directement depuis l'Inde, en supprimant tous les intermédiaires, le prix de l'indigo a commencé à chuter en Europe, comme pour les épices. Et il s'est encore plus généralisé, il est devenu encore plus accessible avec le développement des plantations en Amérique. On y pense moins que d'autres cultures de plantation comme la canne à sucre, le café, le cacao, le tabac ou le coton. Mais l'indigo a commencé à être produit à grande échelle dans les Caraïbes. Le climat a été approprié et il est vite apparu que la vieille industrie du pastel en Europe avait du souci à se faire parce que l'indigo lui était supérieur à peu près dans tous les domaines. D'ailleurs, pour protéger le pastel, initialement, certains pays comme la France, ou ça s'est aussi vu en Allemagne, ont interdit l'indigo au départ. Mais ça n'a pas duré, et les colorants à base de pastel ont décliné au point de disparaître. La teinture indigo était extraite et concentrée sous forme de blocs, des petites briques d'un bleu très profond. On pouvait diluer cette teinture et s'en servir pour colorer des textiles ou faire de la peinture. Et donc, jusqu'au XIXe siècle, l'indigo a totalement dominé la production de pigments bleus. Ça ne s'est arrêté que quand des pigments synthétiques, encore plus efficaces et encore plus bon marché, lui ont fait subir le même sort qu'il avait infligé au pastel en le remplaçant. À part les plantes, une autre source du pigment bleu dans l'Antiquité, c'était des minéraux, comme le lapis-lazuli. Et c'est surtout sous cette forme, le lapis-lazuli, que les Égyptiens ont attribué un statut privilégié au bleu. En Égypte, le bleu était associé à la divinité et à la chance, ce qui était une différence avec les civilisations contemporaines ou ultérieures, en Mésopotamie et autour de la Méditerranée, qui avaient beaucoup moins de considération pour le bleu. Mais en Égypte, le lapis-lazuli était rare, très cher. Il provenait d'Afghanistan et il était utilisé sous forme de poudre, comme pigment directement, ou alors les blocs ou les pierres étaient taillés pour la bijouterie. Mais ça n'est pas le seul bleu dont disposaient les Égyptiens. À partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, donc on est bien après le pic de la civilisation égyptienne, à l'époque c'était les Grecs et bientôt les Romains qui dominaient la Méditerranée, donc au IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'Égypte a commencé à produire un pigment bleu appelé le bleu égyptien, qui semble avoir été inventé localement. C'était un mélange de différents minéraux, silice, chaux et cuivre, qui étaient chauffés et qui produisaient ce qui est considéré comme le premier pigment synthétique au monde. On obtenait des blocs durs, bleus, qui pouvaient être réduits en poudre
pour différentes applications. Peindre sur papyrus ou sur de la pierre, des fresques, colorer du verre, ou pour faire de la céramique, de la faïence bleue. Les Romains connaissaient cette recette et l'utilisaient aussi après l'avoir découverte en Égypte. Mais à la fin de l'Antiquité, elle s'est perdue. Et elle n'a été reconstituée, retrouvée, que récemment, à l'époque contemporaine, à des fins de recherche archéologique. Je vous disais que les Grecs et les Romains ne s'enthousiasmaient pas plus que ça pour le bleu. Par contre, un univers culturel où le bleu est devenu beaucoup plus utilisé, notamment en architecture, c'est dans le monde islamique. Les architectes et les décorateurs musulmans, pendant des siècles, de l'Asie centrale jusqu'à l'Espagne, vont utiliser beaucoup de carreaux bleus en décoration pour les surfaces, que ce soit pour des mosquées, des palais, ou des détails plus petits comme des jardins ou des fontaines. Beaucoup de ces façades, avec des motifs géométriques et des décors floraux, ont bien vieilli, parce que les carreaux de céramique résistent bien et elles ont été construites dans des régions plutôt sèches. Ceci dit, le bleu n'était pas non plus la couleur la plus aimée du monde islamique. Ça serait plutôt le vert et le blanc. Le vert est réputé avoir été la couleur préférée du prophète, mais aussi pour des cultures qui se sont développées dans des régions désertiques, où l'eau et la végétation représentaient l'abondance, la survie. Il est logique que le vert ait acquis cette symbolique si positive. D'ailleurs, à certaines époques, dans le monde musulman, le droit de porter du vert et du blanc était réservé aux musulmans, et les minorités chrétiennes ou juives devaient porter du bleu. Et à ça, on voit que le statut du bleu n'était pas forcément le plus élevé. On reviendra sur le vert un peu plus tard. En fait, le moment et l'endroit où le bleu a commencé vraiment à gagner en prestige, c'est à partir du XIIe siècle, dans les pays chrétiens. Et là aussi, l'architecture a été importante, parce que ce changement de statut a accompagné le développement de l'architecture gothique et du vitrail. Jusqu'au XIIe siècle, dans la chrétienté, le statut du bleu restait assez proche de ce qu'il avait été à Rome, une couleur portée par les pauvres. La couleur du pouvoir, du prestige, de la noblesse, c'était le rouge avant tout. On va en parler aussi un peu plus tard. Le statut du rouge dans la société médiévale était très élevé. Mais au XIIe siècle apparaît et se développe l'architecture gothique. Et avec elle, de plus grandes ouvertures dans les bâtiments, surtout religieux. Les chapelles, les églises, les cathédrales. Et avec ces plus grandes fenêtres se développe l'art du vitrail. Des vitraux qu'on colore à l'époque souvent avec du cobalt, ce qui produit du bleu. Pour les contemporains, au XIIe siècle, cette lumière colorée qui inonde ces nouveaux bâtiments gothiques, c'est quelque chose d'extraordinaire au sens propre, de presque magique. C'est fascinant, à un point que nous, on a du mal à comprendre, parce qu'on connaît bien la lumière colorée. On en a tous vu dans différents endroits, et c'est devenu quelque chose de très courant. Mais à l'époque, ce bleu des vitraux fascine. Cette révolution gothique, elle commence près de Paris, à Saint-Denis, dont une partie de la basilique adopte ce style. Et de Paris, elle va se répandre au reste de la France et à l'Europe en quelques décennies. Souvent avec les vitraux qui accompagnent ces grandes fenêtres verticales ou les rosaces de pierre des bâtiments gothiques. Et on pense que ça marque un tournant pour le bleu dans la chrétienté, puisque le bleu s'associe de plus en plus avec le sacré. Il se répand dans les églises, et on commence à lui associer des caractéristiques symboliques comme la paix, la sérénité.
des caractéristiques qui le rendent désirable. Et d'ailleurs, cette symbolique du bleu n'a pas disparu aujourd'hui. On associe aussi bien sûr le bleu aux océans, aux mers, au monde sous-marin et aussi au ciel. Mais cette notion de calme, de sérénité qui accompagne le bleu symboliquement dans la culture moderne est aussi née à cette époque, il y a plus de 8 siècles, avec cette lumière bleutée qui inonde les églises. À peu près à la même époque, un autre facteur, religieux lui aussi, qui change le statut du bleu en Occident, c'est le développement de la dévotion et des représentations artistiques de la Vierge Marie, dévotion qui est encouragée par l'Église. Or la couleur, souvent associée à la mère de Jésus, dans les tableaux ou les statues peintes, c'est aussi le bleu, un grand voile bleu auquel on reconnaît souvent Marie. Au XIIe siècle, l'Église catholique en Occident est de très loin le principal donneur d'ordre auprès des artistes, des peintres, des sculpteurs. Et elle leur demande d'utiliser pour représenter ce bleu marial le pigment le plus cher et le plus rare qui arrive en Europe, l'outremer. Ce qu'on appelait le pigment outremer, qui était d'un bleu intense, c'était essentiellement du lapis-lazuli, moulu et raffiné, ce qui explique son prix. L'utilisation du lapis-lazuli comme pigment n'était pas une nouveauté. Comme je vous le disais avant, les Égyptiens le faisaient déjà. Mais dans l'Europe médiévale, le lapis-lazuli était plus cher que jamais. Il voyageait toujours depuis l'Afghanistan, sur la route de la soie, et il arrivait via Venise ou Gênes, les républiques marchandes qui commerçaient avec l'Orient, avec l'Empire byzantin ou avec les musulmans. Il arrivait à un coût stratosphérique. Il était plus cher que l'or au poids. Mais l'intensité du bleu produit avec la poudre de lapis-lazuli était incomparable. Et donc on en payait le prix pour des œuvres religieuses quand on le pouvait. Par extension, si ce bleu était devenu la couleur la plus chère et qu'elle était si difficile d'accès, ça la rendait d'autant plus attrayante. Et on voit dans les derniers siècles du Moyen-Âge, les princes d'Europe adopter le bleu comme couleur fétiche, à commencer par les rois de France. Le blason des rois de France, représentant un bouclier bleu, azur, avec une fleur de lys dorée, date de cette époque. Ce blason se généralise au tournant du XIIe et du XIIIe siècle, sous le roi Philippe Auguste. Mais ça n'est pas seulement les rois de France. À travers l'Europe, on voit au XIIIe siècle le bleu se répandre dans les vêtements et les insignes royaux et aristocratiques. Donc, gros retournement, puisque le bleu devient maintenant un symbole de richesse et de pouvoir, ce qu'il n'était pas du tout auparavant. Dans la peinture, ce pigment outremer va rester le roi des pigments jusque bien après le Moyen-Âge. Mais son utilisation va changer. Avec la Renaissance, la peinture à l'huile remplace les techniques antérieures, au moins pour les peintures les plus prestigieuses. Or, la peinture à l'huile a tendance à faire apparaître les couleurs plus brillantes et aussi plus foncées. Le pigment outremer, en particulier, devenait très foncé avec de la peinture à l'huile, presque noire. Et donc les peintres qui à l'époque fabriquent leurs couleurs vont commencer à y introduire de plus en plus de blanc. Et avec ce changement technique, l'iconographie de la Vierge Marie va changer. Son voile était souvent d'un bleu très profond au Moyen-Âge, un bleu foncé. Mais avec l'ajout de blanc, il va commencer à tirer vers le bleu ciel, ou en tout cas un bleu plus clair, qui est devenu traditionnel pour la représenter à cette époque, et qui est encore souvent utilisé. C'est devenu tellement traditionnel que ce bleu clair est resté même bien après que le pigment outremer, fait avec du lapis-lazuli, soit tombé en désuétude.
Encore un autre article de luxe avec du bleu qui se répand au Moyen Âge et après, c'est la céramique, en particulier la porcelaine chinoise. Pendant des siècles, la Chine a eu le monopole de la porcelaine. Elle avait découvert la recette qui la rendait parfaitement blanche et légèrement translucide. En comparaison, les céramiques dans le reste du monde paraissaient beaucoup plus épaisses et moins raffinées. Pour la décoration des objets en porcelaine, les artisans chinois avaient commencé au IXe siècle à utiliser des sels de cobalt qui donnaient cette porcelaine bleue et blanche, qui commence à être exportée en petite quantité au départ sur la route de la soie. Pendant des siècles, les Européens ont tenté d'imiter cette porcelaine bleue et blanche. Il y a eu des tentatives en Angleterre, en France, aux Pays-Bas ou en Russie. Une des plus réussies, c'était la production de céramique de Delft, aux Pays-Bas. Mais ça n'est qu'au XVIIIe siècle que la recette de la vraie porcelaine, avec du kaolin, va être enfin répliquée en Europe, et qu'on voit de la vraie porcelaine en Saxe ou à la manufacture de Sèvres être produite en Europe plutôt qu'importée. Mais cette porcelaine, c'est encore un produit de luxe qui a pu contribuer à l'essor du goût pour le bleu. En tout cas, avec l'exploration du monde, le commerce avec l'Inde, les plantations d'Amérique, l'indigo devient de plus en plus courant en Europe et même relativement abordable. Il remplace complètement le pastel et il devient très apprécié pour les vêtements, y compris pour les uniformes militaires qui sont souvent teints en bleu. Il devient aussi très présent dans les uniformes de marine. D'ailleurs, jusqu'au XXe siècle, où le bleu est abandonné dans les uniformes de combat au profit de couleurs plus adaptées au camouflage, les uniformes étaient très souvent bleus. Ils l'étaient pour les armées françaises, américaines et beaucoup d'autres. Et peut-être que le bleu a encore gagné, avec ça, en plus de son association avec le pouvoir, une image d'autorité. C'est encore une couleur très présente dans les uniformes de police, ou même des fonctionnaires en général. Le bleu est devenu à l'époque moderne, à partir du XVIe, XVIIe siècle, la teinture la plus produite, avec l'essor de l'indigo. D'ailleurs, c'est aussi l'indigo qui a donné sa couleur aux blue jeans. Le jean, c'est du denim, qui est aussi un textile de coton. Et d'ailleurs, denim, c'est un terme qui vient de France. À l'origine, les premières versions de ce tissu ont été produites près de Nîmes, dans le sud de la France. Et ce sergé de Nîmes, le sergé, c'est un type de tissage en diagonale. Donc ce tissu est devenu, par simplification, denim. Les jeans bleus sont devenus extrêmement populaires à partir de 1875 aux États-Unis, dans la classe ouvrière. Ils sont même devenus un symbole des États-Unis et de la classe ouvrière, des cols bleus. C'est assez logique, considérant que la culture du coton et de l'indigo était très présente aux États-Unis au XIXe siècle. D'ailleurs, le mot jeans vient en fait aussi du français. Ça vient du port de Gênes, en Italie, Genoa. Et le nom français, Gênes, a été anglicisé et a donné jeans. L'apogée de l'indigo, c'est donc au XIXe siècle. Mais l'indigo va être détrôné et presque éliminé par une invention allemande de 1878, l'indigo synthétique, un pigment de synthèse, beaucoup moins cher, très efficace, qui fait qu'en 20 ou 30 ans, le commerce de l'indigo s'effondre complètement. Dans les années 20, l'indigo naturel de l'Inde ou d'Amérique avait déjà presque disparu. Et il ne sert plus aujourd'hui que pour de toutes petites productions artisanales ou pour restaurer des textiles anciens. L'autre mer en peinture a disparu aussi,
pour être remplacés par des pigments plus abordables, en particulier le bleu de Prusse. Ce bleu de Prusse, c'est celui qu'on voit dans les peintures impressionnistes du XIXe siècle. Les impressionnistes utilisaient essentiellement des tubes de peinture qu'ils achetaient. Ils ne faisaient plus leur couleur eux-mêmes dans un atelier. C'est aussi le bleu de Prusse qu'on voit dans les estampes japonaises du XIXe et du XXe siècle. C'est un des premiers produits occidentaux dont les Japonais ont permis l'importation. Et on en arrive à notre époque, où la couleur bleue, presque toujours obtenue avec des pigments artificiels, est omniprésente dans nos vies. Le bleu est devenu transversal aujourd'hui dans la société, et la majorité des gens l'associent plutôt à des sentiments comme la liberté ou la sérénité. Et aussi, même si certains trouveront ça contradictoire, à l'autorité. C'est très souvent une couleur utilisée par les gouvernements et les forces de l'ordre, peut-être parce que le bleu reste en partie associé au pouvoir, mais aussi peut-être pour exploiter les sentiments positifs vis-à-vis du bleu dans la population, ou une couleur généralement appréciée et qui n'a pas de charge symbolique négative. Comme vous le voyez, on peut dire beaucoup de choses à propos d'une seule couleur. Mais l'aventure continue, alors passons à une autre, le rouge, qui est en concurrence avec le vert pour être la seconde couleur favorite après le bleu. Autant l'essor du bleu a pris des milliers d'années, et les pigments bleus naturels étaient peu répandus avant qu'on les cultive, autant le rouge n'a pas eu ce problème. C'est l'une des premières couleurs utilisées par les hommes. La première source de rouge était sans doute l'ocre, qui est un type d'argile, avec des couleurs qui peuvent varier du jaune au brun en passant par le rouge. Ça dépend de sa composition. Lorsqu'il y a suffisamment d'oxyde de fer, de rouille, dans l'ocre, il apparaît rouge. En général, la gamme de couleurs produite par l'ocre est celle qui est associée à l'art préhistorique, à l'art rupestre, avec le noir, qui était fabriqué en général simplement avec du charbon de bois. On sait qu'il y a plus de 40 000 ans, à l'âge de pierre, les hommes grattaient et broyaient déjà l'ocre pour en faire une poudre rouge, qui était utilisée pour peindre, éventuellement des parois, mais aussi peut-être leur propre corps. À part les minéraux, il y avait d'autres sources de pigments rouges, apparues plus tard. À partir de la fin du néolithique, un colorant rouge est obtenu en séchant et en écrasant de petits insectes, comme Kermes vermilio, qui est un petit parasite du chêne, et aussi d'autres insectes qui vivent sur les racines et les tiges de différentes plantes, et qui pouvaient donner différentes nuances de rouge très vif, comme le vermillon ou le carmin. Et ce type de colorant va être très utilisé pendant des siècles, y compris comme colorant alimentaire. Et enfin, il y avait des teintures à base de plantes, en particulier une fabriquée à partir des racines d'une plante, la garance, qui a été utilisée très largement de la Chine et de l'Inde jusqu'à la Méditerranée. Le rouge aussi, avant le bleu, a été investi de beaucoup de symbolisme. Dans toutes les civilisations anciennes, c'était une couleur importante, mais avec des significations différentes et parfois ambivalentes. Peut-être en partie parce que c'est la couleur du sang. Dans l'Égypte ancienne, on trouve le rouge plutôt associé à la santé, à la vie et à la victoire. Les femmes égyptiennes utilisaient du rouge pour colorer leurs ongles et leurs cheveux, et de la poudre d'ocre pour rougir leurs joues et leurs lèvres. Mais c'était aussi la couleur de la chaleur et de la destruction. Et on trouve dans d'anciennes prières égyptiennes une demande de protection contre tout ce qui est mauvais et tout ce qui est rouge. C'est un exemple parmi d'autres de l'ambiguïté du rouge.
Il n'empêche que la couleur était aussi beaucoup utilisée pour les vêtements, que ce soit en Égypte, en Inde ou en Chine ancienne. Et dans toutes les cultures, c'était aussi une des couleurs les plus utilisées pour les objets manufacturés. Mais c'est sans doute lié à la facilité d'accès aux pigments rouges, plutôt qu'à un choix purement esthétique ou symbolique. Comme vous le savez sans doute, en Chine, la couleur rouge est associée à la prospérité et à la chance, et ce depuis très longtemps, peut-être plusieurs milliers d'années. Les portes et les murs des palais étaient peints en rouge, et encore aujourd'hui, le rouge domine dans les costumes et les ornements des fêtes chinoises. Le rouge était également associé au feu en Chine. Dans la tradition ésotérique ou alchimique chinoise, il y a 5 éléments: le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre. Et chacun a sa couleur. Pendant longtemps, quand un nouvel empereur montait sur le trône, ses astrologues et ses devins déterminaient quelle couleur apporterait le plus de succès à son règne. Jusqu'à la dynastie Ming, c'est-à-dire l'avant-dernière qui est régnée sur la Chine impériale, le rouge était donc considéré comme une couleur noble, une couleur élémentaire. De l'autre côté de la planète, en Mésoamérique, à l'époque précolombienne, le rouge était aussi une couleur très utilisée en architecture, probablement la plus utilisée. Les Mayas peignaient leurs pyramides, leurs temples et leurs palais en rouge. Et comme vous le savez, les Mayas et encore plus d'autres cultures mésoaméricaines, comme les Aztèques, pratiquaient les sacrifices humains, pas tout à grande échelle. L'exemple extrême, ce sont bien sûr les Aztèques. Mais pour toutes ces cultures, on ne peut pas s'empêcher de penser que la couleur du sang, qui était offert aux dieux pour les apaiser, ou pour les renforcer, pour prévenir le chaos qui détruirait l'univers si les dieux n'avaient plus la volonté ou la force de l'empêcher. Donc cette couleur devait forcément avoir une signification spéciale. Pour les Romains, il semble que le rouge ait eu le statut qu'a aujourd'hui le bleu dans nos sociétés. C'était en tout cas la couleur du pouvoir, de l'autorité, des armées, de la victoire. Les soldats romains, pendant des siècles, portaient des tuniques rouges, et les officiers avaient des manteaux qui allaient du rouge cramoisi jusqu'au violet. Les Romains ont justement développé un nouveau pigment pour la peinture, appelé vermilio, le vermillon, qui était un rouge vif, extrait d'un minéral, le cinabre. Il y avait des mines de cinabre en Espagne, d'où il était exporté vers l'Italie et le reste de l'Empire romain. Ça donnait un pigment très résistant, et le rouge bien conservé des fresques romaines, comme celle de Pompéi par exemple, c'est justement le vermillon tiré du cinabre qui permettait de l'obtenir. Le symbolisme du rouge n'a pas disparu avec l'Empire romain en Occident, et assez vite on a vu les royaumes germaniques ou barbares européens qui ont succédé à l'Empire romain d'Occident accorder la même signification au rouge. Pouvoir, autorité, victoire. L'Empire romain d'Orient, Byzance, a aussi maintenu la même hiérarchie des couleurs, avec le rouge au sommet. Donc c'est assez naturellement que les princes d'Europe dans la période médiévale, et aussi les dignitaires chrétiens, les évêques, les cardinaux, ont adopté le rouge. Cette domination du rouge comme couleur du pouvoir, comme je vous l'ai expliqué auparavant, a duré jusqu'au XIIe, XIIIe siècle, quand elle a été interrompue par l'essor du bleu. Mais en général, tout au long du Moyen-Âge, le rouge est quand même resté très populaire, très utilisé pour les vêtements. Mais tout le monde ne portait pas la même nuance de rouge. Pour les gens ordinaires, la teinture rouge était végétale, extraite de la rubia, la garance. Ça donnait plutôt un rouge brique
qui s'estompaient facilement au lavage ou au soleil. Le rouge vif, par contre, le vrai rouge, était une couleur de riche, portée par les aristocrates et la royauté. Et ces vêtements étaient teints avec des pigments d'origine animale, les insectes de la famille Kermès. Et tout comme pour le bleu avec le pastel, une industrie s'est développée autour de ce rouge haut de gamme. Les insectes eux-mêmes, la matière première, étaient assez abondants en Europe et autour de la Méditerranée. Mais ce qui coûtait cher, ce qui était compliqué, c'était de préparer et extraire les pigments. Les insectes devaient être récoltés, séchés, broyés. Ensuite, ils étaient bouillis avec d'autres ingrédients, selon des procédés, des recettes que les fabricants gardaient secrets le plus possible. Et donc au final, cette teinture écarlate se vendait cher. Mais de la même façon que les fabricants de bleu à partir du pastel ont été ruinés par l'indigo, comme on l'a vu auparavant, ceux de ce rouge écarlate l'ont été par une découverte faite aux Amériques, par les Espagnols. Lorsque l'expédition de Hernán Cortés a conquis les Aztèques au Mexique, dans les années 1520, elle a découvert beaucoup d'or et d'argent, bien sûr, mais aussi un nouvel insecte, une cochenille, apparentée au kermès européen, mais qui produisait un rouge beaucoup plus intense et brillant. Et un rouge qui en plus fonctionnait très bien sur tous les textiles, y compris ceux de luxe, comme la soie. Dans les années 1520, les premières cargaisons de cochenilles américaines, mexicaines, sont envoyées en Europe. Et progressivement, la cochenille américaine va remplacer la concurrence pour les textiles, mais aussi pour les peintures. Dans les œuvres du XVIe et XVIIe siècle, de peintres comme Rembrandt, Vermeer, Velázquez, Tintoretto, le rouge provenait de la cochenille. Dans les arts, le rouge était et est resté une couleur intense qui servait à évoquer la passion, la guerre, la violence. Mais comme on l'a vu, le bleu le remplace comme couleur du pouvoir, à quelques exceptions près comme en Angleterre, où le rouge est resté la couleur de la royauté au Moyen-Âge et à l'époque moderne. Mais en dehors de ces exceptions, le rouge perd son association ancienne avec le pouvoir, association qui datait au moins de l'époque romaine. Par contre, à partir de la fin du XVIIIe siècle, le rouge commence à gagner une nouvelle symbolique, un sens plus politique, avec la Révolution française. Dans les 10 ans qui séparent la prise de la Bastille, en 1789, et la prise de pouvoir de Napoléon, on voit les grandes factions ou les grandes familles politiques s'associer à des couleurs dans la politique française. Les royalistes ont un drapeau blanc, les révolutionnaires qu'on pourrait appeler modérés, partisans d'une monarchie constitutionnelle, adoptent le bleu, en partie parce que c'était la couleur des révolutionnaires américains, et la faction la plus radicale, qu'on appellerait aujourd'hui de gauche ou d'extrême gauche, adopte un drapeau rouge. Au départ, avant de devenir un symbole républicain aujourd'hui assez innocent, le bonnet phrygien, qui est rouge, est le bonnet porté par les partisans de cette révolution plus radicale. Avec Robespierre en particulier, c'est ce virage radical qui prend l'ascendant sur la Révolution française dans les années 1792-93. On passe d'une monarchie constitutionnelle à une république. Louis XVI est exécuté. Et cette phase rouge de la Révolution ne va pas durer très longtemps. Robespierre chute. Mais ce que cette phase a représenté va rester dans les mémoires. Et le rouge va devenir une couleur politique au XIXe siècle. Et ce bien au-delà de la France, avec l'émergence des idéaux socialistes. En 1848, nouvelle révolution ou renversement de régime en France,
qui va conduire à la proclamation d'une deuxième république. La monarchie constitutionnelle, la monarchie de Juillet, est abolie. Le mouvement de soulèvement de 1848 traverse l'Europe, il n'est pas limité à un seul pays. Et on voit dans plusieurs pays les manifestants adopter le drapeau rouge. On retrouve encore, et encore plus, ce drapeau rouge 22 ans plus tard, pendant la Commune de Paris. Autre soulèvement très important historiquement, on est dans le contexte de la chute de Napoléon III, du Second Empire. Les Prussiens triomphent des Français. Et dans ce contexte, Paris se révolte pendant 2 mois. La Commune de Paris ne dure pas très longtemps, elle ne donne pas de résultats, et ses meneurs vont ensuite être poursuivis, persécutés très durement. Mais une fois de plus, le drapeau rouge a été levé. Et à cette époque, il est déjà devenu l'emblème des luttes socialistes. Un signe de ralliement pour ceux qui veulent abattre l'ordre établi. Le drapeau rouge gagne en symbolique avec la Commune de Paris. Même si c'est une expérience limitée dans le temps, elle va avoir énormément de résonance, d'impact sur les penseurs et sur les mouvements socialistes de l'époque. Elle intéresse beaucoup des penseurs comme Marx ou Engels. C'était un des événements les plus étudiés par les futurs révolutionnaires russes, par exemple, comme Lénine. Certes, le mouvement a été écrasé, parce qu'il est resté cantonné à Paris, et dans une moindre mesure, il y a eu un peu d'agitation dans d'autres grandes villes, mais à l'époque, la France n'est pas un pays ouvrier. C'est un pays agricole. La province ne suit pas. La bourgeoisie voit avec horreur un mouvement socialiste s'emparer de la capitale. L'élite libérale prend peur aussi, les écrivains à succès, les intellectuels, tout ce qu'on pourrait appeler le monde progressiste, mais pas socialiste, de cette époque. Tous ces gens, ce qui fait une large majorité, veulent que le mouvement de la Commune soit réprimé et même écrasé. Donc à travers cette expérience, on voit les possibilités, mais aussi les impasses, les limites de cette idée de révolution sociale imposée par la base. Et ça donne beaucoup à penser, beaucoup de grains à moudre aux intellectuels socialistes. Mais pour en revenir aux couleurs, ce martyre des communards va aussi donner au drapeau rouge une intensité, une profondeur symbolique qu'il n'avait pas forcément avant. Après 1870, le rouge devient systématiquement la couleur des différents mouvements socialistes, marxistes en particulier, alors que le marxisme va s'imposer au sein des mouvements socialistes qui étaient divers à l'origine. Et au XXe siècle, le rouge devient clairement la couleur des régimes communistes. C'est une tendance mondiale. Le rouge est associé à la gauche, à une exception près, mais elle est notable, aux États-Unis. Les couleurs se sont inversées aux États-Unis depuis les années 1980. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de code couleur entre républicains et démocrates. Parfois, on voit les républicains en bleu, traditionnellement plutôt la couleur de la droite, et les démocrates en rouge, mais pas toujours. Il y a aussi des couleurs neutres qui sont utilisées pour les représenter dans les années 60, 70 ou 80. Au cours des années 80 et 90, les chaînes de télévision américaines essayent toutes sortes de couleurs, et dans les années 90-2000 s'impose par habitude un code couleur qui est inversé. Les démocrates sont en bleu et les républicains en rouge. Et depuis, surtout après les élections présidentielles de 2000, ce code couleur est complètement entré dans les mœurs. Les deux partis eux-mêmes l'ont adopté, et c'est comme ça que ces couleurs inversées se sont imposées. Alors, on a vu que jusqu'au XIXe siècle, l'industrie ou l'artisanat des pigments produisait du rouge, surtout à travers des plantes, la garance, et des animaux, comme la cochenille. Mais comme l'indigo pour le bleu, ces méthodes vont être bouleversées par la chimie. Un composé appelé alizarine, qu'on extrait de la garance, est synthétisé pour la première fois à partir du goudron de charbon, du goudron de houille.
Ce nouveau composé est très bon marché, très durable, plus que le pigment naturel. Et donc en quelques années seulement, il remplace les importations de cochenilles du Mexique et d'Amérique latine. Et la culture de la Garance s'effondre. Le rouge a gardé de cette charge politique. Les partis de gauche ont tendance à l'utiliser, et plus ils sont à gauche, plus ils auront cette propension à se représenter avec du rouge. Mais peut-être de moins en moins avec le temps, maintenant que les régimes communistes ont disparu, ou se sont tellement transformés qu'on ne peut plus vraiment les appeler marxistes. Plus que tout, dans la vie quotidienne, on associe le rouge à l'intensité. C'est une couleur de l'amour, du bonheur, de la fête, souvent associée à Noël, à la Saint-Valentin, au tapis rouge, au siège des salles de spectacle. C'est aussi une couleur de la séduction, du désir. Mais en même temps, il y a une ambivalence du rouge, toujours. C'est aussi la couleur qui signale un danger, le drapeau rouge, qui interdit. Elle indique un risque d'agression ou la colère, on voit rouge. De toutes les couleurs, c'est peut-être la plus ambiguë ou la plus contradictoire, si on pense à sa charge symbolique. On retrouve d'ailleurs ça dans la tradition chrétienne. L'Église a adopté le rouge, les cardinaux sont en rouge dans les cérémonies officielles. Comme on l'a vu, il perpétue depuis des siècles et des siècles la tradition du rouge et de la pourpre romaine dans les couleurs qu'ils portent. Mais la tradition chrétienne associe aussi le rouge à la passion sexuelle, au péché et au diable. Dans l'iconographie traditionnelle, le diable et les démons sont en rouge et en noir. Donc là encore, le rouge se prête à des symboliques contradictoires ou opposées. Avant de conclure ce voyage, j'ai encore le temps de vous dire quelques mots d'une troisième couleur. Parlons un peu du vert. Le vert est bien sûr très présent dans la nature. C'est surtout la chlorophylle des plantes qui produit autant de vert. Mais pour autant, ça n'était pas une couleur facile à reproduire à l'époque préhistorique. Il aurait pu être obtenu en mélangeant des pigments jaunes, provenant de l'ocre par exemple, et des pigments bleus. Mais comme le bleu n'était pas très courant non plus, ça ne réglait pas le problème. Donc, de la même façon qu'on ne voit pas de bleu dans la peinture préhistorique, dans l'art rupestre, on n'a aucune trace de pigments verts utilisés pendant la préhistoire. Les premiers pigments verts utilisés par l'homme apparaissent dans l'Antiquité. Dans les premières sociétés agraires, le vert devait naturellement avoir une connotation positive. C'était la couleur des plantes qui poussent. Et traditionnellement, on le retrouve associé aux idées de vie, de régénération, de croissance dans les sociétés anciennes. Les Égyptiens utilisaient deux techniques pour obtenir du vert. Pour la peinture, ils utilisaient la malachite, qui est une pierre semi-précieuse, comme le lapis, mais qui donne du vert foncé, qu'on peut plus ou moins diluer. Pour les textiles, ils obtenaient le vert en faisant deux teintures végétales successives, déjà du jaune avec du safran, et ensuite du bleu avec du pastel. D'ailleurs, dans l'écriture hiéroglyphique égyptienne, la couleur verte était représentée par un papyrus en croissance. On retrouve cette idée de vie qui s'épanouit, associée au vert. Par contre, les Grecs n'accordaient apparemment pas beaucoup d'intérêt au vert, comme le bleu. Quand je vous indiquais différents termes utilisés par les Grecs pour nommer le bleu, termes qui étaient toujours assez vagues, le bleu n'était pas isolé systématiquement d'autres couleurs ou d'autres nuances. Et on voit le même traitement pour le vert chez les Grecs. Ils avaient ce terme, glaukos, qui pouvait aussi bien désigner du bleu que du vert, ou le mélange des deux. Et là aussi, ils considéraient probablement le vert clair et le vert foncé comme deux couleurs différentes. On le voit dans une description des deux nuances de vert.
laissé par Démocrite, un philosophe grec. Les Romains utilisaient plus le verre que les Grecs, et au Moyen Âge, en Europe, on retrouve le verre dans une position intermédiaire, disons. Comme on l'a vu, avant le XIIe siècle, la couleur aristocratique par excellence, c'est le rouge. Et les pauvres sont en bleu, en marron ou en gris. Et le vert, ça devient la couleur d'une sorte de petite classe moyenne supérieure, urbaine. Minoritaire, ça représentait finalement peu de gens en proportion de la population, notamment des marchands, des banquiers, ou peut-être des représentants de la petite noblesse. Un monde qui ne pouvait pas vraiment prétendre au rouge, et en même temps qui voulait se distinguer des couches plus populaires, qui étaient en bleu ou en gris. Donc comme alternative pour les vêtements, il y avait du vert. Les colorants verts à l'époque, pour les textiles, étaient assez peu satisfaisants. Ils étaient peu puissants et ils donnaient une sorte de vert brunâtre, plutôt kaki que vraiment vert. Donc pour contourner le problème, on faisait encore, comme au temps de l'Égypte antique, une teinture jaune suivie d'une teinture bleue, pour obtenir un vert plus attrayant. Pour la peinture, il y avait un peu plus d'options. Pour la peinture haut de gamme, la malachite en poudre, et il y avait aussi un pigment artificiel appelé vert de gris, qui était fabriqué en trempant du cuivre dans du vin en fermentation. Donc dans la chrétienté à l'époque, le vert est présent, mais il n'y a pas d'engouement autour de lui, à la différence du monde islamique. Dans les terres d'islam, le vert dominait. On le retrouve encore aujourd'hui souvent dans les drapeaux des pays à majorité musulmane. Et ceux qui ont voulu au contraire se montrer comme non confessionnels ont souvent pris soin d'enlever le vert de leur drapeau. Mais selon la tradition, la robe et la bannière du prophète étaient vertes, et le vert a gardé cette signification très positive dans l'islam. On dit aussi que ce vert est la couleur du paradis. En dehors du contexte religieux, on trouve souvent le rouge associé au vert autour des célébrations de Noël. Et c'est quelque chose probablement hérité de l'époque pré-chrétienne, où on célébrait les conifères qui avaient ce vert profond. Parce qu'ils avaient cette capacité de conserver leur couleur verte tout au long de l'année, y compris pendant l'hiver. Les premiers pigments abordables pour la peinture et les premiers colorants verts capables de donner enfin directement un bon vert sont apparus assez tard, au XVIIIe et XIXe siècle, avec la chimie moderne. Aujourd'hui, le vert apparaît comme une couleur peu polarisante. Il y a des couleurs qui provoquent du rejet, même si par ailleurs elles plaisent à beaucoup de monde. Par exemple le rouge, le jaune, le marron. Mais le vert, non, il est très peu rejeté. Peut-être que l'association avec la nature, en particulier dans des sociétés qui sont maintenant très urbanisées, c'est quelque chose qui le rend attrayant. Et peut-être qu'à partir de là, si le bleu a un successeur, comme la couleur favorite un jour, ça pourrait être le vert. On pourrait encore parler longtemps des couleurs, mais on arrive à la fin de notre épisode pour ce soir. Si vous êtes fatigué et vous avez envie de lâcher prise pour dormir en rêvant à toute cette histoire, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez aussi choisir un autre sujet dans la bibliothèque des rêves et partir vous embarquer pour d'autres découvertes. Je serai bientôt de retour avec une nouvelle histoire. D'ici là, dormez bien. Faites de beaux rêves. Au revoir.